Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette conférence, donc, qui va être assurée par Lucie Genet, qui nous vient de Limoges. En tout cas, elle enseigne à Limoges. Elle est maîtresse de conférences à l'Université de Limoges. Et comme vous pouvez le lire, elle est donc maîtresse de conférences en civilisation des États-Unis. Alors, plus spécifiquement, son objet de recherche porte sur, en tout cas pendant sa thèse, pendant son travail de thèse, portait sur le Nouveau-Mexique et les conséquences diverses du projet Manhattan, des expérimentations donc, qui ont eu lieu dans le désert du Nouveau-Mexique, conséquences, répercussions environnementales, mais pas que, hein, elle vous en dira plus. Ça a donné lieu à la publication d'un ouvrage, je crois, en 2019 ou 2018, voilà, sur donc ce sujet, et qui a été suivi en 2022 parce qu'elle a changé de terrain et bon, elle est restée relativement proche, à 6 heures de route du Nouveau-Mexique. Elle s'est intéressée au Texas et ça a donné également lieu à la publication d'un livre, d'un ouvrage publié par les presses universitaires du Nouveau-Mexique sur le Texas. Et là, elle s'intéresse désormais à un lieu un tout petit peu plus éloigné, c'est l'Idaho. Voilà, donc je pense qu'elle en touchera peut-être un mot pendant la conférence. Donc en tout cas, nous sommes ravis de la recevoir et puis de vous recevoir aussi, même si nous approchons des fêtes de Noël et je sais qu'on est mobilisé évidemment pour d'autres choses à ce moment-là. Merci à tous et je cède la parole donc à Lucie Genet. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être là. Donc merci beaucoup à Gilda pour cette introduction, pour son invitation. C'est lui qui m'a demandé de venir et j'ai accepté avec grand plaisir. Merci à l'Institut franco-américain, bien sûr, et à Hilary Charles qui s'est occupé de moi pour la partie logistique. Donc, la plupart des gens connaissent bien sûr l'histoire de la bombe atomique dans les grandes lignes, le développement dans le plus grand secret quelque part aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki au Japon. Donc, on pourra revenir, si vous voulez, pendant les questions sur la décision d'utiliser la bombe. Là, je n'ai pas suffisamment de temps pour vous en parler, mais on pourra en parler après. Et puis ensuite, bien sûr, la course à l'armement entre les États-Unis et l'URSS pendant pendant la guerre froide. Alors, pourquoi depuis quelque temps, il y a un regain d'intérêt, clairement, pour les questions nucléaires. Le contexte actuel nous y pousse évidemment avec la guerre en Ukraine et la rivalité russo-sino-américaine qui attire à nouveau l'attention sur le concept de la dissuasion, le rôle de l'OTAN ou encore les traités de limitation des arsenaux. Et puis, bien sûr, l'été dernier, le dernier film de Christopher Nolan a mis de nouveau les projecteurs sur cette figure fascinante du projet Manhattan, Oppenheimer. Par curiosité, combien de personnes l'ont vu dans la salle? Ça correspond quand même à une bonne majorité. Alors, après avoir vu ce film, j'imagine que de nombreux spectateurs ont découvert, entre autres choses, qu'il existe un lien particulier entre l'histoire de la bombe et le désert de l'ouest des États-Unis. Alors, je ne vais pas faire une analyse du film, mais il va me servir de point de départ pour vous emmener dans un petit voyage à travers ce que l'on appelle l'Ouest nucléaire. Alors, ainsi qu'on le voit sur cette capture d'écran qui vient du film Oppenheimer, deux imaginaires ont été rassemblés. Celui du Far West sauvage, désertique, a priori vide. On peut s'imaginer des virevoltants, hein, les tumbleweeds à travers le désert. On associe cet imaginaire-là au western. Alors, cet imaginaire d'une part et la prouesse technoscientifique de la bombe atomique représentée par la tour qu'on voit au bout, la tour d'où a été détoné le gadget à Trinity le 16 juillet 1945.
Alors, la raison de cette association désert-nucléaire me paraît assez évidente, autant pour des raisons de sécurité que de discrétion. On appelle ça la profondeur stratégique. Il n'était pas vraiment pensable de tester une arme de destruction massive en plein Manhattan. C'est assez évident. Et par ailleurs aussi, en termes de relations publiques, il était nécessaire pour le gouvernement des États-Unis de démontrer que ces activités atomiques ne dérangeaient personne, ou tout au plus quelques coyotes. Alors, il faut relativiser ce discours, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ces soi-disant déserts inhabités n'étaient pas vides. Et donc, au cours de cette présentation, je vais essayer de garder comme fil rouge cet imaginaire du western, qui, pour certains, convoquera la musique d'Ennio Morricone ou le regard de Clint Eastwood, les formations rocheuses de Monument Valley. Voilà, on va garder un petit peu ce fil rouge. Alors, tout d'abord, de quoi parle-t-on ? L'Ouest nucléaire regroupe toutes les régions de l'Ouest des États-Unis, impactées d'une manière ou d'une autre par les activités atomiques ou nucléaires du pays. Voilà, de l'extraction d'uranium, centre de recherche, de développement des armes, mais aussi du nucléaire civil, ou encore la gestion de déchets radioactifs. Alors, les impacts de cette industrie sont évidemment de nature très variée sur l'économie, la société, la culture, la politique, l'environnement, etc., etc. Et ils sont connotés parfois positivement quand on parle de bassin d'emploi, d'emplois qualifiés notamment, ou négativement aussi, on le verra aujourd'hui. Alors, avant toute chose, il faut noter qu'on doit le terme de Ouest atomique, et ensuite c'est devenu Ouest nucléaire, à l'historienne Patricia Nelson Limerick, qui en a parlé pour la première fois dans un essai qu'elle avait dédié, dans lequel elle parlait du site de Hanford, que vous avez là-haut dans l'État de Washington, qui est l'un des premiers sites, puisque c'était un site du projet Manhattan, où était produit le plutonium. Pour l'anecdote, c'est aujourd'hui l'un des endroits les plus pollués au monde, qui est encore en décontamination. Limerick est une historienne importante, c'est une figure d'un mouvement historiographique majeur qui s'est développé à partir des années 1970 et qui s'appelle la Nouvelle Histoire de l'Ouest. Alors, pour comprendre la suite de notre voyage, je dois vous emmener sur ce petit détour historiographique qui est assez nécessaire. Donc, cette nouvelle histoire de l'Ouest, elle est nouvelle par rapport à quoi ? Elle s'oppose à une histoire dite traditionnelle qui est bien connue de nos étudiants. Donc, traditionnellement, l'histoire de l'Ouest s'en tenait à la conquête de la région, à un processus d'intégration de nouveaux territoires dans l'Union des États-Unis, selon la théorie de la frontière non pas au sens de frontière nationale, mais au sens d'un espace à conquérir. Une théorie de la frontière que l'on doit à Frederick Jackson Turner, qui est le père fondateur de la discipline Histoire de l'Ouest. Voilà. Pour Turner, l'histoire de l'Ouest se termine relativement tôt, puisque pour lui, elle se termine avec la disparition officielle de la frontière, une fois que tout l'Ouest a été conquis et, entre guillemets, civilisé, c'est-à-dire en 1890. Alors, Limerick, dont on parlait tout à l'heure, avec la nouvelle histoire de l'Ouest, avec les autres historiens et historiennes de sa génération, vont envisager l'Ouest, ce groupe va envisager l'Ouest non plus comme un processus, mais comme une région à part entière, avec un passé complexe, nourri des relations entre des populations diverses, les autochtones amérindiens, bien sûr, des immigrés, des esclaves affranchis qui sont partis vers l'Ouest. La plupart des cow-boys étaient noirs, par exemple. Enfin, pas la plupart, excusez-moi, mais c'était une très grosse proportion. C'est dans l'imaginaire western dont on parlait tout à l'heure, c'est une donnée à laquelle on ne pense pas toujours. Des femmes, bien sûr, beaucoup d'hispanophones, dont on parlera bien sûr au Nouveau-Mexique.
Et ces historiens et historiennes se sont aussi intéressés à ce qui s'est passé après 1890. Donc l'évolution de l'Ouest après la fermeture de la dite frontière depuis la fin du XIXe siècle. Et sur la base de ces travaux, donc le résumé de ces travaux révèle que les relations entre l'Est et l'Ouest des États-Unis se sont forgées dans un cadre de colonialisme interne, où les territoires de l'Ouest étaient les colonies des États plus anciennement établis, plus peuplés, plus industrialisés de l'Est. C'est ce que Bernard Devoto a appelé un empire interne. Il disait par exemple que les États-Unis ne sont pas une nation, mais un empire dont les limites nationales et impériales coïncident. Donc il faut bien voir cette dynamique Est-Ouest. Et donc le rôle de l'Ouest dans cet empire était de fournir des matières premières, et c'est encore le cas à bien des égards, et de l'espace, notamment pour servir, pour être utilisé en cas d'activité plus ou moins dangereuse ou pour mettre des indésirables, que ce soit des matières ou des personnes même, dont on pensera aux populations amérindiennes qui ont été déportées vers l'Ouest. Il y a un historien dont je voulais aussi vous parler qui s'appelle Gerald Nash, qui fait partie de cette génération dans les années 80-90, qui a avancé la thèse que la Seconde Guerre mondiale avait libéré l'Ouest de cette relation, cette dynamique de dépendance. Il explique que les industries de pointe, par exemple l'armement, installées dans l'Ouest pendant la guerre, avaient permis à la région de se détacher de cette dépendance sur les marchés extérieurs, surtout l'Est du pays. Alors la thèse de Nash est tout à fait convaincante, surtout pour les États de la côte ouest. On pense à la Californie, bien sûr, l'Oregon, l'État de Washington, etc. Mais par contre, pour les États du continent, à l'intérieur du continent, ça fonctionne moins bien. Et c'est ce que nous avons démontré dans mes travaux, mais d'autres collègues qui travaillent sur le nucléaire dans l'Ouest l'ont dit également. Donc, les activités nucléaires s'inscrivent dans ce contexte historique sur le temps long et dans ces relations entre centre, périphérie, est, ouest. Voilà, petite contextualisation, vous verrez, ça permettra de mieux comprendre les réactions des résidents de l'Ouest au film de Nolan. Parce qu'en effet, si Oppenheimer a été de manière générale chaleureusement accueilli par la critique et le public, on pourra parler tout à l'heure de ce que vous en avez pensé, à l'Ouest, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Notamment dans l'État associé à la naissance de la bombe, le Nouveau-Mexique. Voilà notre première destination. On va passer la majorité de notre temps au Nouveau-Mexique aujourd'hui. Parce que, comme vous l'avez peut-être vu sur la première carte, et on le voit un petit peu ici aussi, le Nouveau-Mexique a une industrie du nucléaire très développée qu'on appelle du berceau à la tombe, c'est-à-dire de l'extraction d'uranium jusqu'à l'enfouissement de déchets. Et qui passe par toutes les autres étapes de développement, de nouveaux modèles, de tests des composants, etc., etc. Encore une fois, on va faire un petit point historique. Donc, comme son nom l'indique, Nouveau-Mexique, il s'agit d'une région au passé mexicain. Et avant cela, elle s'appelait Nouvelle-Espagne. Le Nouveau-Mexique, avant, faisait partie de l'Empire espagnol, était aux confins de l'Empire espagnol. Et avant cela encore, comme on le voit sur la carte, c'était le territoire des peuples Pueblo, Apache, Navajo. Ce ne sont pas les noms, évidemment, que les Amérindiens utilisent eux-mêmes. Ce sont des noms qui ont principalement été donnés par les Espagnols. Le Nouveau-Mexique est cédé aux États-Unis à l'issue d'une guerre de conquête de 1846 à 1848. Là, je vous ai fait un carré pour que vous voyez à peu près l'état actuel qui se situe à peu près ici.
Donc plutôt que d'en faire rapidement un État fédéré comme c'est le cas de la riche Californie, qui devient en 2 ans un État dans l'Union, les États-Unis préfèrent octroyer au Nouveau-Mexique le statut de territoire. Statut qui veut dire que le Nouveau-Mexique sera administré comme une colonie interne, on en parlait tout à l'heure, par un gouverneur nommé plutôt que élu. Donc le Nouveau-Mexique n'est pas non plus représenté au Congrès pendant cette période de territoire. Donc pendant 60 ans. Donc quand le Nouveau-Mexique intègre enfin l'Union en 1912, c'est déjà l'un des États les plus défavorisés en fait. Et il ne sortira pas de cette relative, par rapport aux autres États, de cette relative ce relatif retard, on va dire, économiquement parlant. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel délai ? Le niveau de peuplement était suffisant, mais la population locale n'était pas blanche, anglo-saxonne, protestante, elle était majoritairement hispanophone, amérindienne, catholique, donc ça, à l'époque, dans le contexte de l'époque, ça a pris beaucoup plus de temps. Encore aujourd'hui, c'est intéressant de noter que le Nouveau-Mexique est ce qu'on appelle un État à minorité majoritaire. C'est-à-dire que la majorité démographique est composée de minorités socio-économiques. Donc ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'invisibilisation de la population néo-mexicaine est un schéma récurrent dans l'histoire de la région. À un tel point que beaucoup de personnes aux États-Unis pensent que le Nouveau-Mexique se trouve au Mexique. Et il y a un magazine, donc le New Mexico Magazine, qui a une partie qui s'appelle One of Our 50 is Missing, dans lequel on a toutes les anecdotes sur des personnes qui disent est-ce qu'il faut que je change mes dollars pour aller au Nouveau-Mexique, etc. Voilà, donc il y a ce schéma. Et ces néo-mexicains étaient présents en 1942 quand le projet Manhattan a débarqué. Il a débarqué où ? Bien sûr, à Los Alamos. Donc il y a une scène dans le film, pour ceux qui l'ont vu, qui mentionne en passant une école de jeunes garçons, la Los Alamos Range School, qui a été effectivement réquisitionnée par l'armée. Et il y a aussi la mention, en passant au même moment, des Indiens. Les Indiens, c'est le mot qui est utilisé dans le film, qui viennent sur la mesa. La mesa, c'est le plateau, ça veut dire table en espagnol. Ce qui est tout à fait vrai parce que Los Alamos se situe sur la terre ancestrale des peuples pueblos qui y ont des lieux de pèlerinage traditionnels. Mais par contre, rien n'est dit dans ce dialogue sur les autres propriétaires terriens qui étaient en fait les plus nombreux. Ce sont des propriétaires hispaniques, hispanophones, donc, qui avaient profité de la loi des homesteads, donc c'était des homesteaders, qui avaient des fermes installées sur le plateau et qui ont dû abandonner leur propriété, parfois sans dédommagement, parce que les chèques se sont perdus, les noms étaient mauvais, et en tout cas, quand il y avait dédommagement, la somme était bien inférieure à celle perçue par les propriétaires anglo-américains. Et donc les héritiers, enfin les descendants de ces familles, se sont mobilisés pendant des décennies, et c'est en 2004 que ces habitants ont obtenu, à la suite d'un procès, un fonds de réparation à la hauteur de 10 millions de dollars à répartir entre tous les héritiers. Donc c'est une longue bataille judiciaire c'est une longue bataille, une reconnaissance tardive de ces expropriations qui ont été considérées comme abusives. Et cette bataille a laissé des traces d'amertume auprès de la population, vous pouvez l'imaginer. Donc depuis les années 80, des militants ont mis en exergue les liens entre peuples colonisés et activités nucléaires. Et c'est ainsi qu'est né le concept d'un colonialisme nucléaire ou radioactif, pour reprendre l'expression de Churchill et Leduc. Et donc ce concept rend compte de la part disproportionnée des populations autochtones ou plus généralement issues de minorités
parmi les habitants impactés par la pollution nucléaire à l'échelle du globe. Donc il s'agit d'une question de justice environnementale. Alors la liste est longue, je vais pas donner trop d'exemples, mais par exemple les populations navajo qui vivent encore aujourd'hui à côté de mines d'uranium abandonnées et non décontaminées, les Shoshone qui luttent contre le transfert de déchets radioactifs sur leurs terres ancestrales, ou encore on peut mentionner les aborigènes d'Australie, les Polynésiens, les populations du Sahara et des îles Marshall, qui vivent encore aujourd'hui avec les conséquences des essais atmosphériques sur leurs terres. Alors évidemment, pour ce qui est du contexte de l'ouest des États-Unis, la cohabitation entre le nucléaire et les populations amérindiennes est constante puisque c'est là que l'on trouve ce groupe démographique en grande concentration par rapport au reste du pays. Notamment au Nouveau-Mexique, qui compte 23 nations et tribus reconnues par l'État fédéral, donc qui représente à peu près 10% de la population. C'est le 3e État après l'Alaska et l'Oklahoma. Alors, ce qui est frappant aussi, dans le cas du Nouveau-Mexique, j'en ai parlé, je parlais du fait qu'il soit rentré dans l'Union relativement défavorisé en termes d'économie, de revenus. Donc on aurait pu penser que l'arrivée du nucléaire, une industrie de pointe qui nécessite de la main-d'œuvre qualifiée, à différents niveaux de qualification en fait, hein, les néo-mexicains ont été grandement employés sur le site. Donc on aurait pu croire que ça aurait aidé le Nouveau-Mexique à sortir de cette situation, de ces difficultés économiques à l'échelle de l'État. Mais ce n'a pas été le cas. Donc le Nouveau-Mexique est régulièrement encore dans le bas du classement. Il demeure l'un des États les plus pauvres dans l'Union, statistiquement. Mais par contre, il compte aussi à présent l'un des comtés les plus riches du pays. Donc le Nouveau-Mexique comme État reste, depuis son intégration dans l'Union, parmi les États les plus en difficulté économiquement. Mais Los Alamos County, que vous voyez sur la carte, c'est un petit point blanc que j'ai entouré, compte parmi les 10 comtés les plus riches des États-Unis. Donc régulièrement, le Nouveau-Mexique est à la première place dans les classements sur les inégalités aux États-Unis. Donc clairement, c'est un petit peu ce qui a motivé ma thèse aussi. On voit que la répartition des bénéfices du nucléaire a suivi la courbe existante des relations entre main-d'œuvre locale moins qualifiée et experts importés, sans évoluer suffisamment pour réduire l'écart, malgré une population de plus en plus diplômée. Les néo-mexicains, au fur et à mesure des générations, sont allés décrocher des diplômes, etc., mais ont eu du mal à décrocher des postes plus rémunérateurs. Et je vous passe les détails, mais il y a eu plusieurs affaires contre le laboratoire pour des questions de discrimination, de plafond de verre, etc. Voilà, alors on va continuer notre voyage. Et le deuxième endroit, bien sûr, que vous avez vu dans le film, la deuxième sous-région du Nouveau-Mexique, c'est le bassin Tularosa, où a eu lieu l'essai de Trinity. Alors c'est peut-être là que les réactions au film ont été les plus virulentes, parce que la population est encore aujourd'hui mobilisée pour que le gouvernement fédéral des États-Unis reconnaisse les impacts de cette première explosion. C'est un combat politique mené principalement par un groupe qui s'appelle le Tularosa Basin Downwinders Consortium, fondé en 2005. Alors, petit point de vocabulaire, le mot downwind, downwind signifie dans le sens du vent. Donc les downwinders, ce sont des résidents des régions sur le passage du nuage radioactif. Pendant la période des essais nucléaires atmosphériques qui a duré de 1945 à 1963, l'année du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires dans l'atmosphère, la mer et l'espace. Les habitants du Tularosa sont les premiers downwinders de l'histoire. Pourtant,
ils n'ont pas été inclus dans la loi d'indemnisation des victimes du nucléaire votée par le Congrès en 1990. Donc depuis 2005, avec l'aide de certaines personnalités politiques, comme le sénateur Tom Udall, qui a été depuis remplacé par Ben Ray Lujan, qui est son successeur. Donc les militants réclament une reconnaissance officielle et leur inclusion dans la loi RECA, donc RECA qui est Radioactive Exposure Compensation Act de 90, aux côtés des autres downwinders affectés par le Nevada, par les retombées du Nevada, les vétérans atomiques aussi, on en reparlera tout à l'heure, et les ouvriers de l'uranium. Ils basent leurs revendications sur des études d'épidémiologie populaire, c'est-à-dire des études épidémiologiques qui sont menées par la population elle-même, et qui révèlent le nombre de cancers rares et d'autres maladies potentiellement radio-induites sur le territoire. Alors, la difficulté que ces militants ont eue était bien sûr de démontrer la corrélation entre les clusters de maladies et les retombées radioactives dans un contexte où les facteurs cancérigènes se sont démultipliés. Alors, la réaction au film de Nolan leur réaction a été publiée dans tous les plus grands journaux du pays. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous inquiétez pas, c'est la version anglaise, la version française, je ne vais pas tout lire. Mais je vais vous donner l'exemple de Tina Cordova, qui est cofondatrice du consortium. Elle est elle-même en rémission d'un cancer de la thyroïde et elle s'est ainsi exprimée dans le New York Times sur sa frustration d'avoir encore une fois été oubliée. Et donc elle dit que Oppenheimer dépeint le scientifique comme l'homme imparfait qu'il était, mais le film alourdit encore le fardeau du silence qui pèse sur nos vies depuis 8 décennies concernant les morts et les maladies causées par le développement et le test de la bombe atomique. Pendant que les familles de ma communauté continuent d'attendre une plus grande reconnaissance de ce qu'elles ont enduré, y compris la couverture par la loi sur l'indemnisation de l'exposition aux radiations, nous voici avec un film qui refuse de se faire le témoin de notre vérité. Ceci est également l'héritage de J. Robert Oppenheimer et du gouvernement pour lequel il travaillait. Je ne pourrai jamais leur pardonner d'avoir détruit nos vies avant de nous tourner le dos. Voilà, donc on voit toute l'émotion dans cette citation. Donc la petite ville de Tularosa, où habite Tina Cordova, attendait la sortie du film avec impatience pour voir s'il se distinguerait des nombreuses productions précédentes sur l'histoire de la bombe et son célèbre paternel, et laisserait une place, si petite soit-elle, aux populations locales. Et elle parle dans cet article d'une occasion manquée, et décrit avec émotion l'histoire de son père. Elle parle de sa maison. Son père était très jeune, il avait 4 ans à l'époque. Et donc elle décrit comment cette maison était recouverte d'une fine pellicule de cendres radioactives. Son père est décédé à 71 ans des suites de 3 cancers pour lesquels il ne présentait pas de prédisposition particulière. Et pendant le tournage qui a eu lieu au Nouveau-Mexique, à Abiquiu, dans le nord de l'État, Cordova avait tenté de contacter la production par l'intermédiaire de Kay Bird, qui est l'un des 2 auteurs d'American Prometheus, le livre sur lequel est basé le film. Mais elle n'a pas obtenu la reconnaissance qu'elle souhaitait, même sous la forme d'un texte explicatif à la fin du film. Donc il faut comprendre que tandis que les figures majeures du projet Manhattan continuent d'attirer des créations artistiques, les histoires des anonymes restent encore relativement dans l'ombre, ou alors sont réduites à des personnages très secondaires, peu convaincants, comme c'était le cas dans la série Manhattan. Bien évidemment, Oppenheimer est vraiment le personnage de loin le plus attirant, probablement parce qu'il reflète la dissonance cognitive liée à la bombe pour les États-Unis. D'un côté, une espèce de fierté patriotique de cet accomplissement technoscientifique qui a mis fin à la guerre, et de l'autre, une culpabilité collective d'avoir été le seul pays qui a utilisé la bombe en temps de guerre contre une population ennemie. Donc, il représente vraiment cette dualité. Alors, le but aujourd'hui n'est évidemment pas de prendre parti dans ce combat entre le gouvernement et les militants, mais plutôt que vous ayez les éléments pour
de contexte pour comprendre l'origine de cette critique, vraiment qui a été perçue comme une énième déception pour ces néo-mexicains en quête de visibilité dans une histoire complexe et pour certains, comme on l'a vu, douloureuse. Alors, il faut dire aussi que les liens entre le Nouveau-Mexique et l'écran sont nombreux, comme en atteste la myriade de cinéastes venus tourner leurs films et leurs séries dans l'État. Juste pour vous en citer, les Transformers, Indiana Jones, Terminator, la liste est très longue, vous pourrez regarder sur Internet. Et récemment, Netflix aussi s'est installé à Albuquerque. Donc il y a toute une industrie autour du film au Nouveau-Mexique. Ce qui me permet de faire un lien vers un autre pilier de l'économie locale et de l'histoire de l'Ouest, le tourisme. Donc en France, on pense souvent à l'ouest des États-Unis par ces paysages grandioses qu'on retrouve sur les brochures d'agences de voyage et dans les westerns. Alors effectivement, le tourisme reste une source de revenus importante pour la région. Qu'il s'agisse de visiter les lieux de tournage, là vous avez par exemple Plaza Panca, où a été tourné Cowboy Envahisseur, je ne sais pas si vous l'avez vu, ou bien sûr Breaking Bad, qui est très connu. Vous pouvez aussi profiter des vertus thérapeutiques d'un climat sec et ensoleillé, qui était très populaire au début du XXe siècle. Les premiers visiteurs qui sont venus au Nouveau-Mexique, c'était principalement pour cela, y compris Oppenheimer, qui était venu pour des questions de santé. Mais on peut aussi faire du tourisme nucléaire, c'est-à-dire visiter les sites nucléaires emblématiques de la guerre froide. Donc c'est vrai que quand on pense tourisme dans l'Ouest, on pense d'abord aux parcs nationaux. Et il se trouve que dans la même journée, au Nouveau-Mexique, vous pouvez facilement visiter un parc national ou une réserve naturelle et un site de lancement de missiles dans la même journée. Donc, par exemple, White Sands Missile Range, donc c'est une réserve militaire qui a été créée à la suite de la Seconde Guerre mondiale autour de Trinity. C'est immense, hein, c'est la deuxième réserve, c'est la plus grande, pardon, c'est la réserve militaire la plus grande sur les États-Unis continentaux. Donc elle s'appelle White Sands Missile Range parce qu'elle se situe à la frontière de l'un des parcs les plus impressionnants de la région, qui s'appelle le White Sands National Park. C'est le plus grand désert de gypse au monde, donc on peut aller se balader dans les dunes de sable blanches et puis se balader ensuite entre les prototypes de missiles exposés au musée de la base militaire. Il y a un historien de l'environnement qui s'appelle Ryan Edgington, qui a écrit d'ailleurs sur les relations tumultueuses entre le parc et la réserve militaire et la façon aussi dont l'État néo-mexicain a capitalisé sur la nature réensauvagée de la réserve, enfin de ce territoire, parce qu'une fois que les ranchers et le bétail et les barbelés étaient partis, parce que là aussi il y a eu des histoires d'expropriation, mais je vous passe les détails, la faune et la flore sauvage se sont épanouies dans cet espace dénué de présence humaine. Si bien que le gouvernement néo-mexicain, le département de la chasse et de la pêche, a eu l'idée assez saugrenue en 1969 d'introduire une nouvelle espèce dans la zone pour y créer un safari et encourager la chasse récréative. Donc ils ont importé l'oryx, qui est d'origine du Kalahari, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, pardon. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce genre d'histoire de zone réensauvagée est commune à la plupart des sites nucléaires, parce qu'ils ont tous, pour des raisons de sécurité, ils sont entourés d'une zone tampon. Et dans cette zone tampon, la nature a tendance à reprendre ses droits. Ça peut faire penser à la zone d'exclusion autour de Tchernobyl, par exemple, qui est réensauvagée. Et donc les travaux scientifiques sur le suivi de la faune radioactive, du coup, est vraiment fascinant. Il existe aussi plusieurs exemples de sites nucléaires et militaires désaffectés qui ont été transformés en réserve protégée pour la vie sauvage, parfois avec la présence de l'animal le plus archétypal de l'Ouest, le bison d'Amérique. Là, c'était sur un ancien site de production d'armes chimiques, qui était transformé en refuge pour la vie sauvage.
Alors, comme on parle du tourisme atomique et nucléaire, bien sûr, ce n'est pas le Nouveau-Mexique qui vient tout de suite à l'idée, mais le Nevada. Alors, après l'opération Sandstone dans le Pacifique en 1948, les États-Unis se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un site d'essai continental pour réduire les coûts et les coûts d'acheminement du matériel, et aussi travailler dans un climat qui soit plus adapté pour le matériel. C'est le projet Nutmeg, Muscade, qui a sélectionné 2 sites possibles. Il y avait une base des Marines en Caroline du Nord et un terrain de tir de l'armée près de Las Vegas, au Nevada. La Caroline du Nord présentait l'avantage d'être sur la côte, et cela voulait dire que les retombées radioactives des essais seraient emportées vers le large, et donc n'affecteraient pas la population. Mais le coût pour déplacer les habitants et pour suspendre le trafic maritime pendant les essais ont de nouveau fait pencher la balance vers l'ouest. Donc de 1951 à 1992, 1021 bombes atomiques ont explosé dans le désert du Nevada, dont 100 en surface et le reste en souterrain. Et c'est là qu'est né le tourisme nucléaire. Le champignon radioactif est devenu une icône des années 50 sur les cartes postales, les friandises, les jouets, les diadèmes des reines de beauté. On servait des cocktails atomiques au Flamingo, qui est l'un des premiers casinos sur l'avenue principale de Vegas. Les casinos et les hôtels organisaient aussi des dawn parties. C'était des fêtes qui duraient de minuit jusqu'à l'aube, parce qu'à l'aube, c'était le moment où la bombe illuminait le ciel. À peu près 3 fois par semaine. Et d'ailleurs, on pouvait se procurer les horaires des essais et les meilleurs points d'observation à la chambre de commerce. Bien sûr aussi, c'est à l'époque des milliers de soldats qui sont venus, qui débarquent dans le désert et ils profitent de Las Vegas sur leur temps libre. Donc la ville doit vraiment son développement économique à la combinaison, à cette manne combinée du jeu de hasard et du tourisme atomique. Alors, le mélange de la beauté du paysage désertique et le frisson de la bombe a inspiré plus d'un artiste. Là, vous avez l'exemple avec la série de Donald English, Angel's Dance. Mais je voulais vous parler d'un concept qui a été développé par l'historien de l'art Peter Hales, qui parle, lui, du sublime atomique, c'est-à-dire ce mélange de spectacle, d'art, de beauté et de terreur inspiré par la bombe. Une esthétique qui reprend certains motifs du sublime naturel, comme l'admiration pour les forces de la nature, le symbolisme patriotique et le champ lexical du religieux. D'ailleurs, un autre historien, l'historien John Wells, a également travaillé sur les parallèles entre les parcs naturels et ce qu'il appelle les parcs atomiques, en mettant en évidence d'autres points communs, le processus de sélection, puisque le gouvernement, dans les 2 cas, était à la recherche de ce qu'on appelle la wilderness, la nature sauvage, et aussi bien sûr les effets néfastes sur les populations, la faune et la flore. Alors bien sûr, la frénésie nucléaire de la première phase de la guerre mondiale, de la guerre froide, ont été lourdes de conséquences. Tout d'abord pour les vétérans atomiques qui ont participé à des simulations de guerre nucléaire pour évaluer les effets psychologiques d'une attaque atomique et la capacité des troupes à riposter, ou pour entraîner les pilotes à voler à travers le nuage radioactif. Donc les vétérans de ces opérations en ont subi les effets sur leur santé dans un secret absolu qui ne sera levé qu'en 1994 par Bill Clinton. Et aussi, bien sûr, les downwinders, donc dans les États voisins, surtout dans l'Utah. Alors, ironie assez remarquable, sans doute le downwinder le plus célèbre est un acteur de western que je pense vous connaissez tous, qui s'appelle John Wayne. Alors John Wayne tournait le film The Conqueror. Je ne le recommande pas forcément parce qu'il paraît que c'est l'un des pires films de l'histoire du cinéma. En tout cas, il tournait The Conqueror près de St. George dans l'Utah. Et St. George est l'une des localités les plus irradiées de la région, surtout suite à l'essai qui s'appelle Dirty Harry de 1953.
Sur 220 membres de l'équipe du film, à peu près 90 avaient développé un cancer avant 1980. Et Wayne lui-même a contracté un cancer de l'estomac et des poumons et en est décédé. Alors, John Wayne représente bien sûr l'archétype du cow-boy à l'ancienne. Et il me permet de faire une transition idéale vers notre destination suivante, le Texas. Alors, même si le Duke n'a jamais vécu au Texas, il est né en Iowa, pour les Texans, c'est assez frappant, Wayne, c'est l'un des leurs. On trouve d'ailleurs l'une des nombreuses représentations de l'acteur dans la région qui nous intéresse, la Panhandle of Texas. Donc Panhandle, c'est la partie en haut là, cette espèce de carré. C'est notre étape suivante avec la ville de Amarillo qui nous intéresse ici. Alors Amarillo est plus connu pour sa localisation sur la route 66, la mythique route 66, qui passe par Albuquerque aussi. La chanson de Tony Christie, que vous connaissez peut-être. Is this the way to Amarillo? Ça vous dit quelque chose? Ou encore le bœuf. C'est vraiment le cœur de l'industrie de la viande. Et on peut déguster ce bœuf en portion massive de 2 kg. On vous l'offre si vous le mangez en moins d'1 heure au restaurant The Big Texan à Albuquerque. Donc c'est un décor exubérant à la texane, qui est bien connu des réalisateurs de documentaires de l'Ouest authentique, qui s'arrêtent toujours à Amarillo. Et dans ce cadre se cache l'unique site d'assemblage et de démantèlement des armes nucléaires aux États-Unis. Pentex, c'est la contraction de Panhandle of Texas. C'est une usine qui continue encore aujourd'hui sa mission d'entretien de l'arsenal états-unien et de mise au repos des armes superflues produites pendant la guerre froide. Alors, c'est pas très connu. La plupart des gens aux États-Unis n'ont pas entendu parler de Pentex, à part peut-être dans les années 80-90, parce que Pentex s'est retrouvé brièvement sous le feu des projecteurs médiatiques, parce qu'y ont convergé de nombreux militants, d'abord des antinucléaires pacifistes, qui étaient opposés à la politique réganienne, surtout la bombe à neutrons, lancée en 81. Alors, ils étaient surnommés les Peaceniks, et très mal accueillis par les ranchers texans du cru. Mais ces militants voyaient en Pentex un symbole de la folie meurtrière de la course à l'armement des années 80. Après la chute de l'URSS, les pèlerinages se sont arrêtés. Mais ce sont les agriculteurs de la région qui se sont mobilisés contre l'extension du site avec de nouvelles missions, surtout la production de noyaux de plutonium qui était hérité d'un autre site au Colorado qui avait été très contaminé. Donc ils n'en voulaient évidemment pas. Très inquiets pour l'image de leurs produits et pour la nappe phréatique, the Ogallala Aquifer, qui est nécessaire vital pour irriguer et comme source d'eau potable en fait, dans la région. Donc les fermiers et ranchers ont tellement donné de la voix qu'ils ont réussi à détourner l'attention du gouvernement vers un autre site en Caroline du Sud. Et donc ils sont retournés tout simplement à leur cohabitation pacifique avec Pentex, qu'ils connaissaient et qu'ils avaient accepté. Et c'est l'histoire de cette cohabitation qui était mon deuxième grand projet. Et ce qui m'a le plus intéressé ici, c'était l'invisibilité de Pentex, en fait. Alors, dans la littérature scientifique, dans l'histoire du nucléaire aux États-Unis, très peu présent, et dans la culture locale. Jusqu'à cet épisode à la fin du XXe siècle, et depuis, Pentex s'est complètement intégré dans le paysage local, comme une branche nécessaire de l'économie, au même titre que le pétrole, le gaz ou l'élevage, la viande et l'agriculture. Donc, si bien que beaucoup d'habitants oublient son existence, ils oublient qu'ils cohabitent avec des armes qui peuvent annihiler des villes entières. Et parmi les nombreuses explications que j'ai découvertes dans mes recherches, il y a un mécanisme qui nous intéresse ici, c'est la manière dont Pentex s'est approprié les mythes qui sont associés à l'Ouest et au Western pour puiser dans le sens du patriotisme propre à la culture locale, à la culture texane, et se fondre dans le paysage folklorique.
par exemple en créant des associations entre les bombes et la ruralité. Là, on le voit sur le magazine The Pentaxon. Ou en mettant en avant des valeurs chères aux Texans, donc le conservatisme, la religiosité. C'est une partie très... Amarillo a des dizaines de congrégations religieuses différentes. L'ingéniosité, l'indépendance, la débrouillardise, la résilience, etc. Ça, ce sont des valeurs que l'on appelle turnériennes, en référence au père de l'histoire traditionnelle de l'Ouest qu'on avait vu au début. Et peut-être qu'en un mot, on peut dire la virilité, en fait, la virilité du cow-boy qui n'a pas peur des armes de destruction massive. Donc ces armes qui sont produites dans le grenier de l'Amérique n'étaient que l'extension de la moralité par la force incarnée par John Wayne et prônée par Ronald Reagan. Alors, ce qui nous amène à notre toute dernière destination avant de conclure, c'est l'une des régions les plus conservatrices du pays. Qui a attiré hier encore des groupes haineux. Dans le nord de l'État, on trouvait encore le Ku Klux Klan, les nations aryennes. Donc c'est une région où il faut faire un petit peu attention encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les Trumpistes ou les Preppers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Preppers qui se préparent à la Troisième Guerre mondiale ou pour l'apocalypse. Donc c'est le nord de l'État. Là, on va se concentrer sur le sud. Mais l'Idaho, c'est notre dernière petite étape, rapidement. Donc c'est mon projet actuel. Au printemps dernier, je suis partie faire un terrain pendant 3 mois dans cet État, au nord-ouest du pays, qui est connu principalement pour sa production de patates. Il faut l'avouer, pas grand-chose d'autre pour les Américains. Mais il se trouve que c'est là que l'électricité nucléaire est née. En 1949, une partie du désert de l'Idaho a été sélectionnée par la Commission de l'énergie atomique pour développer toutes les applications possibles de la science atomique. C'était une station de test des réacteurs. Et plus de 50 prototypes de réacteurs nucléaires sont nés dans ce désert idahoen, ce désert de broussailles. C'était un endroit où les ingénieurs, les scientifiques, les techniciens pouvaient à loisir pousser les réacteurs jusqu'à leurs limites les plus extrêmes pour voir ce qui se passerait, parce qu'ils étaient loin de tout. En 1951, EBR-1, l'un des premiers réacteurs nucléaires, a ainsi produit suffisamment d'électricité pour allumer 4 ampoules. Là, c'est le musée de EBR-1. 4 années plus tard, c'est toute la ville d'Arco, qui se trouve à l'entrée du site, qui était approvisionnée en énergie atomique. Elle en est très fière. La marine nucléaire est aussi née grâce à un prototype de réacteur développé en Idaho qui a servi à propulser le célèbre Nautilus, le premier sous-marin nucléaire. L'armée de l'air a essayé aussi de développer un avion nucléaire, mais ça n'a pas fonctionné et le programme est arrêté en 1961. La même année, cette réserve nucléaire était aussi le théâtre de la première et unique explosion de réacteurs aux États-Unis. Quand on pense à accident nucléaire aux États-Unis, on pense plutôt à 3 Mile Island. Mais en fait, le premier accident, et le seul accident mortel sur le coup, qui a fait 3 victimes, c'était en 61 en Idaho. Si ça vous intéresse, on pourra revenir dessus pendant les questions. Alors, ce qui m'intéresse ici, dans l'histoire de ce site, c'est beaucoup plus proche du temps présent. Et en fait, il est fascinant de constater la manière dont l'industrie nucléaire dans l'État et les pouvoirs publics ont très tôt promu les pouvoirs de l'atome à travers les enjeux environnementaux. Et ça, dès les années 60. La station de test des réacteurs et l'État de l'Idaho avaient compris le potentiel rhétorique et économique de présenter l'énergie nucléaire comme une énergie propre et écologique. Ce sera la dernière citation que je voulais vous donner. Ce que le moteur à essence a été pour les transports et le tube à vide pour la communication, l'énergie de l'atome pourrait bien l'être pour un monde assoiffé d'énergie. Tous les 10 ans, la demande d'énergie double. Mais il y a une limite prédéfinie, dictée par nos réserves connues de combustibles fossiles.
Pour quiconque s'est intéressé un tant soit peu à l'explosion démographique et à notre dépendance croissante à l'électricité, il est clair qu'il faut trouver une nouvelle source d'énergie. Heureusement, pour tous les Américains, nous disposons d'une telle source, la fission de l'atome. Non seulement les centrales nucléaires sont économiquement compétitives, mais elles sont sûres, propres, silencieuses et ne produisent pas de résidus dans l'atmosphère, comme du smog. Il ne fait aucun doute que nos petits-enfants vivront à une époque où les centrales au charbon seront l'exception plutôt que la règle. L'atome sera l'ingrédient magique du maintien et de l'amélioration de notre niveau de vie au XXIe siècle. Donc c'est vraiment un discours très actuel. Mais ça date de 1967, dans un rapport sur l'avenir du nucléaire en Idaho. Et donc, dans les années qui ont suivi, on a vu apparaître les mots effet de serre, réchauffement climatique, puis changement climatique dans les archives sur les activités du site. Et de plus en plus, les brochures et la littérature officielle de ce site mettent en avant l'aspect environnemental des programmes scientifiques portés par le laboratoire. Et même le nom du laboratoire et le logo ont fini par refléter cette coloration verte. Et donc depuis le début du XXIe siècle, l'environnementalisme pro-nucléaire a vraiment pris de l'ampleur. En France, vous avez peut-être entendu parler de Jean-Marc Jancovici. Voilà. Donc, aux États-Unis, le mouvement est mené par d'anciens écologistes traditionnels. Donc, quand je dis traditionnel, c'est anti-nucléaire en fait, parce qu'aux États-Unis, les deux mouvements ont émergé en même temps. Et donc, être écologiste aux États-Unis, c'était être anti-nucléaire. Mais certains se sont convertis sur la base d'un argument principal: les risques du changement climatique surpassent largement ceux du nucléaire. Ils s'appellent les écomodernistes et prônent la possibilité, donc je les cite, d'un anthropocène formidable grâce à la technologie et à une énergie abondante. On les retrouve dans deux documentaires sur le sujet, Pandora's Promise et Nuclear Now. Et dans ces deux documentaires, on voit des images du laboratoire de l'Idaho. Et j'ai perdu, pardon. Donc mon projet actuel porte sur le rôle du site de l'Idaho dans la naissance et le développement de ce que j'ai appelé l'atome vert, c'est-à-dire ce partenariat entre nucléaire et nature, et la foi en la science nucléaire pour résoudre des problèmes environnementaux, particulièrement le dérèglement climatique. Alors, j'espère que ce petit voyage vers l'Ouest, à travers l'Ouest nucléaire, vous a plu et vous aura permis de découvrir d'autres aspects de l'histoire du nucléaire et de l'Ouest des États-Unis. Alors, il y a vraiment un fil rouge dans tous mes terrains jusqu'à présent, c'est cette dynamique dont on avait parlé au début, Est-Ouest, ou État fédéral, État fédéré. Et donc, s'il y a une chose que j'espère avoir transmise grâce à cette présentation, c'est qu'on ne peut pas comprendre le nucléaire aux États-Unis sans qu'il soit civil ou militaire, sans prendre en compte ce contexte historique et socio-économique. À cause du temps imparti, je n'ai pas pu aborder la question des déchets radioactifs, mais c'est justement un problème politique qui reflète bien les dynamiques du fédéralisme concurrentiel entre les États, les gouvernements des États et celui de Washington. Voilà, merci beaucoup. Merci Lucie pour cette présentation, cette conférence fort intéressante. Comme j'ai le micro, je vais évidemment vous le tendre dans un instant, mais je vais peut-être juste poser une petite question. La précédente image nous parlait donc des nuclear waste, voilà, et la numéro 2 également nous parlait, alors je ne sais pas, c'est une question d'un site qui se trouve donc dans l'État de Washington. Et ma question c'est, est-ce que ce n'est pas là également qu'il y a un gros site d'enfouissement de matériaux nucléaires, ou en tout cas à proximité? Oui, alors le site je pense auquel vous faites référence, c'est Yucca Mountain. Alors il y a de l'enfouissement de déchets à Hanford. Il y a des
Sur chaque site, il y a de l'enfouissement de déchets en local. Il y a eu beaucoup de déchets radioactifs qui ont été envoyés de Rocky Flats en Idaho, qui a ensuite refusé d'en accepter plus. Mais en tout cas, le site qui est dans les débats depuis 1982, c'est Yucca Mountain. Pour l'instant, il n'y a pas de déchets radioactifs là-bas, pour la simple raison que le Congrès a suspendu le projet. Donc il y a eu des va-et-vient, oui, non, oui, non. Et finalement, aujourd'hui, les États-Unis recommencent quasiment à zéro. Ils n'ont pas de site d'enfouissement des déchets radioactifs à haute activité, donc les plus dangereux pour l'instant. Donc c'est un peu l'équivalent du site de Bure en France. Mais pour le coup, Bure pour l'instant, c'est un laboratoire et il n'y a pas de déchets enfouis là-bas. Mais il est toujours sur le papier. Alors que Yucca Mountain a été abandonné par le Congrès pour l'instant. Et lorsque les déchets ne sont pas enfouis, alors qu'est-ce qu'on en fait? Ils restent sur place, ils sont en stockage à sec, en surface, sur place, dans les centrales. Il y a aussi, alors le seul site aux États-Unis d'enfouissement géologique aujourd'hui en opération, il est au Nouveau-Mexique aussi. Il est là, c'est le Waste Isolation Pilot Plant, qui accepte uniquement les déchets militaires issus de la guerre froide, et ce sont des déchets de dangerosité moyenne. Ce ne sont pas les high-level radioactive waste qui est le combustible usagé en fait des centrales. Voilà. Mais comme Yucca Mountain n'aboutit pas, le gouvernement avait tenté de changer le permis de WIP pour que certains des déchets plus radioactifs puissent être envoyés là-bas. Et évidemment, les néo-mexicains, de nouveau, se sont énormément mobilisés contre. Je vais céder le micro à qui veut le prendre. En attendant, la question de l'enfouissement, du traitement des déchets, dans notre petite région, il n'y a pas de centrale nucléaire, ou plutôt il n'y a plus de centrale nucléaire. Et on a probablement l'implantation de l'une des plus anciennes centrales nucléaires dans le Finistère, qui était située dans le site de Brennilis. Et 40 ans après, puisqu'elle a été fermée il y a à peu près une quarantaine d'années, je crois, ou peut-être, enfin, vous me direz si je me trompe, l'usine n'est toujours pas démantelée. Et ça pose toujours... oui, c'est ça. C'est un processus continu et qui prend... Donc ma question, c'est en fait, est-ce qu'ils sont plus avancés que nous, Non. les Américains, ou pas? Non, c'est clairement. Et d'ailleurs, dans l'Idaho, quand j'ai rencontré, j'ai fait un tour, une visite du laboratoire, et j'ai rencontré pas mal de gens qui me disaient que pour eux, la France, c'est le modèle à suivre. La France et la Finlande, qui sont plus avancés aussi sur ces questions. La Finlande est en Calo, c'est le site d'enfouissement, là où les déchets sont déjà en train d'être installés dans le sous-sol. Mais c'est vrai que le temps du nucléaire est très intéressant parce que c'est un temps qui est extrêmement long, en fait, qu'on n'arrive même pas à rationaliser, puisque c'est sur plusieurs vies. Oui. Bah, pour le plutonium, c'est 24 000 ans, la demi-vie. Et puis après, il y en a d'autres, ça se compte même en millions d'années, parce que ce sont des matériaux qui étaient là à la naissance de la planète, en fait. Je vais vous donner le micro parce que c'est pour l'enregistrement. Je sais que les voix portent, mais c'est pour l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des usines de retraitement aux USA? Je n'ai pas bien compris. Retraitement des déchets, vous voulez dire des déchets radioactifs, oui. Non. Alors, les États-Unis ont abandonné cette piste-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un cycle ouvert. La France a un cycle fermé avec à La Hague le retraitement des déchets, ce qui a nuancé un petit peu parce que pour l'instant, il y a une toute petite partie en fait de ces déchets qui peuvent vraiment être réutilisés en combustible MOX.
Et il y en a une bonne partie pour lesquelles on n'a juste pas encore la technologie, on n'a pas les réacteurs pour les utiliser. Mais les États-Unis ont choisi de ne pas faire de retraitement, même si au laboratoire de l'Idaho, ça fait partie des programmes de recherche de trouver des solutions ils appellent ça du recyclage des combustibles usés. Bonjour, vous parlez donc du cycle de vie du nucléaire, de son extraction à son enfouissement qui se produit donc sur les États-Unis. Est-ce qu'on a vu des effets sur les zones où on a fait les extractions, justement au niveau de la pollution? Est-ce que ça a un impact, juste l'extraction déjà, sur le système environnemental? Parce qu'on parle toujours d'un déchet vert, mais rarement on implique dans son cycle de vie son extraction, quoi. Oui, vous voulez dire l'extraction d'uranium, oui. Oui, effectivement. Donc, si là sur la carte, ce qui est en jaune, ce sont les gisements connus d'uranium. Et l'une des populations les plus affectées par ces mines d'uranium qui ont été abandonnées et qui sont encore... Enfin, quand on dit décontamination, en fait, on ne décontamine pas. Il n'y a que le temps qui permet et l'isolation des matériaux ou du sol qui peut permettre au fur et à mesure que les radiations se diminuent. Et donc l'une des populations les plus touchées, c'est les Navajos et aussi certains peuples pueblos, les Lagunas notamment, dans cette région des Four Corners, parce que dans les années 50, c'est sur les terres Navajos, c'est un Navajo qui s'appelle Paddy Martinez qui a trouvé un morceau de roche dans lequel il y avait ce filon d'uranium. Et il y a eu toute une frénésie, en fait une ruée comme la ruée vers l'or, mais la ruée vers l'uranium. Et dans les années 50, il y avait très peu de protection, surtout pour les mineurs qui travaillaient en sous-sol, sans ventilation. Et comme c'est un danger invisible, et il y avait un manque de communication évident, hein, surtout, encore une fois, on retrouve ce schéma où la supervision était faite par des Anglo-Américains et les mineurs étaient souvent embauchés localement dans des populations qui avaient besoin de travail. Donc il y a eu des conséquences. C'est pour ça que les mineurs d'uranium ont été intégrés, pas au début, mais finalement ils ont été intégrés dans la loi RECA dont je vous parlais tout à l'heure, sauf les résidents de la nation Navajo, parce que les nations amérindiennes aux États-Unis ont leur propre gouvernance. Et là, c'est discuté au Congrès en ce moment, justement, d'étendre la RECA aux résidents de la nation Navajo et aux Downwinders de Trinity. Oui, parce que on voit des grillages qui disent ne passez pas, il y a une mine d'uranium ici. Donc le système pollueur-payeur n'a pas fonctionné parce que plusieurs de ces compagnies minières ont disparu depuis. Donc c'est le gouvernement qui a pris la suite avec l'EPA, l'Environmental Protection Agency. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas et c'est invisible. Donc les enfants se sont baignés souvent il y a dans des immenses flaques en fait quand il pleut. Donc c'était un peu des piscines naturelles. Les gens se baignaient. Le bétail va brouter de l'herbe qui est contaminée et ensuite ça contamine les personnes. On retrouve maintenant des traces de radiation dans les maternelles que les mamans donnent aux petits, enfin, dans l'eau, sur la réserve, il n'y a pas d'eau courante dans la plupart des maisons, donc il y a plein de problématiques comme ça. Voilà, c'est un très gros sujet, pardon, je ne veux pas parler trop longtemps. Est-ce que c'est un sujet qui est abordé dans le documentaire là, de Oliver Stone, Nucleonaire, c'est ça? Donc, quel est son point de vue et c'est quoi son objectif en fait? Promouvoir ou bien au contraire dénoncer?
Non, c'est clairement vraiment promouvoir. Même si vous regardez juste la bande-annonce, c'est clairement pour lui. Alors je l'ai regardé il y a un petit moment, mais je ne crois pas qu'il mentionne l'extraction d'uranium dans le documentaire. C'est vraiment pour lui le danger du réchauffement climatique, enfin du dérèglement climatique, surpasse tout ce qu'on peut dire sur le nucléaire. Alors je précise aussi que moi je ne m'exprime pas pour ou contre, hein, c'est pas mon but ici. Mais le discours de Oliver Stone est très intéressant au niveau de ce que j'appelle l'atome vert. Bon, ne me piquez pas l'expression, hein, j'ai regardé, normalement je serais la première à l'utiliser. J'aurais dû mettre un brevet dessus. Et donc dedans, si vous avez l'occasion de le regarder, c'est vraiment, on imaginait que le nucléaire était quelque chose d'affreux, de très dangereux, etc. En vrai, c'est très contrôlé. En réalité, c'est notre solution pour pour lutter contre le réchauffement climatique, pour maintenir notre niveau de vie actuel, etc. Alors, bien entendu, les victimes ont certainement, enfin les victimes environnementales ont certainement un point de vue différent. Et la Oui. loi dont on parlait, c'est 1990, c'est ça, hein? Oui. Et depuis, est-ce qu'il y a eu, ou bien il y a toujours des discussions? Oui, c'est en cours. Et d'ailleurs, là, très récemment, le Congrès a voté. Il y avait normalement une clause à ajouter à la loi RECA, un amendement. Parce que, alors, c'est une loi qui devait s'arrêter, qui arrivait à échéance en 2022. Et l'administration Biden l'a rallongée de 2 ans. Et là, le Congrès doit décider est-ce que les victimes de Trinity seront incluses ou pas. Et là, ils viennent juste de retirer, les sénateurs ont voté pour retirer cette clause-là. Donc ça fait très longtemps que ça dure. Bonsoir. Juste Bonsoir. une question sur la technologie. Est-ce que la technologie française de nos centrales est différente de l'américaine? Parce que vous nous avez présenté une centrale qui est en plein désert. Or, en France, les centrales, elles sont près des fleuves. Et nous avons besoin d'eau ils ont besoin d'eau pour refroidir leur système. Donc, comment est-ce que ça fonctionne là-bas? Alors, donc dans l'Idaho, Il y a peut-être en profondeur de l'eau. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. L'Idaho, c'est un désert de haute altitude, mais qui ne manque pas d'eau, en fait. Il y a plusieurs rivières en Idaho et de nouveau l'un des plus grands aquifères, donc aquifer, la nappe phréatique, c'est en gros un lac souterrain qui permet à ce que la vie se développe dans cette région. Ça s'appelle le Snake River Aquifer. Et c'est pour ça que le site a été choisi, parce qu'il y avait beaucoup d'eau en abondance. Voilà, c'est en effet indispensable. Et ça fait partie de la motivation principale. Donc, j'ai rencontré aussi des militants antinucléaires en Idaho, ça s'appelle la Snake River Alliance, qui a pris le nom Snake River, justement parce que l'une des principales inquiétudes de ces populations-là, c'est la contamination de l'eau. On retrouve toujours ce fil-là, parce que l'eau, dans l'ouest des États-Unis, c'est indispensable, et on est déjà dans une situation de déplétion, en fait, de disparition. Si vous avez peut-être entendu parler dans l'Utah, le Salt Lake, le grand lac salé, qui est en train de disparaître. Donc on se retrouve avec ce... Et j'ai rencontré aussi des Amérindiens Shoshone-Bannock qui me disaient que eux, le laboratoire de l'Idaho, c'est pas leur inquiétude principale. Ils ont des bonnes relations avec eux, ils leur font confiance. Ce qui les inquiète le plus, c'est les mines de lithium qui vont peut-être ouvrir et qui sont sur leur terre. Donc il y a une espèce de catch-22, on dit en français, d'une logique, le serpent qui se mord la queue, de qu'est-ce qu'il y a de pire, ou les fermiers du Texas qui se sont mobilisés contre Pentex et contre potentielle contamination de l'eau. Par contre, c'est des fermiers qui irriguent de manière complètement irraisonnée. Donc l'impact premier sur les ressources en eau et sur la pollution des eaux dans l'ouest des États-Unis, c'est l'agriculture intensive.
Donc voilà, il y a tous ces paramètres qui sont en conflit. Oui, je m'approche. Bonsoir, j'ai deux questions. La première question, des effets de fallout et dans l'autre zone, nous pouvons l'observer aux États-Unis aujourd'hui. Donc, les effets de radioactivité ou quelque chose comme ça. Donc, à un moment, je disais que c'est compliqué avec le nombre de facteurs cancérigènes, etc. Donc, ce qui a été relevé, là, c'est inspiré d'une carte, la carte que je vous ai montrée un peu plus tard de Richard Miller. Il y a eu des détections avec des compteurs de Geiger de jusqu'où les nuages radioactifs étaient passés. Et en termes de retombées, de conséquences, on le constate avec le nombre de certaines maladies dans certains endroits, surtout à l'iode 121. Et ça, on le constate dans une région beaucoup plus étendue que le carré, enfin pas le carré, mais cette zone-là qui est compensée par ECA. En fait, les conséquences, elles sont planétaires. En fait, il y a une partie des cancers aujourd'hui qui est liée aux essais atmosphériques de toutes les nations nucléaires pendant cette période, parce que ça va dans la stratosphère et ça se répartit sur tout l'ensemble du globe. Après, dans quelle mesure les épidémiologistes ont du mal à déterminer ça avec certitude? Ok. Et mon deuxième question, comment était la communauté amérindienne était affectée par les tests nucléaires? Par exemple, vous mentionnez qu'il y avait une loi ou une règle, quelque chose comme ça. Et comment elle était déplacée des autres choses? Alors, les essais dans le Nevada, donc cette région ici, c'est l'ancien territoire des Shoshones de l'Ouest. Donc c'est un grand groupe amérindien. Tout ça, c'est régi par traité. Mais cette terre ne leur appartenait plus officiellement puisqu'elle avait été conquise pendant la conquête de l'Ouest. Donc il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment de déplacement de population amérindienne, mais par contre, cela voulait dire que les groupes qui voulaient peut-être se rendre sur un lieu de pèlerinage, qui voulaient se rendre pour une cérémonie, par exemple, spirituelle, religieuse, ne pouvaient plus avoir accès. C'est le cas aussi pour les Yakima qui sont du côté de Hanford. Pareil, pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'un seul coup, ils n'avaient plus accès à certains endroits là où ils avaient l'habitude d'aller traditionnellement pour différentes fonctions. Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, il est 19h45. Nous allons pouvoir remercier Lucie Genet pour sa conférence et ses réponses.